Bienvenue sur Sortir du moule, le rendez-vous des passionnés qui transforment l'industrie manufacturière des polymères. Préparez-vous pour un épisode chargé de connaissances partagées par nos invités. Tout d'abord, nous allons explorer comment la fabrication additive révolutionne la création de moules pour les matériaux composites. Nous plongerons également dans le monde de l'intelligence artificielle et ses bénéfices pour les manufacturiers québécois du secteur des plastiques et composites. Enfin, nous discuterons de l'importance cruciale des relations médias, même dans le secteur manufacturier. Ne manquez pas ces discussions captivantes qui vous attendent dans moins de 30 secondes. Sortir du moule est une production d'Alliance Polymère Québec, un créneau d'excellence de la démarche Accord du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec. Plongez avec nous dans le monde fascinant de l'industrie québécoise des plastiques et des matériaux composites. Restez connectés sur l'avenir de l'industrie. L'aventure commence maintenant avec votre animateur, Simon Chrétien. Nous avons l'honneur de recevoir M. Mathieu Berkensky du Centre de développement des composites du Québec, aussi connu sous son acronyme CDCQ, qui vient partager son expertise sur un sujet à la pointe de la technologie, la fabrication additive, plus communément appelée l'impression 3D. Mathieu nous éclairera sur son application spécifique dans la création de moules destinés à la mise en forme de pièces en matériaux composites. Nous parlerons notamment des avantages de cette technologie ainsi que des défis que pose l'intégration de l'impression 3D dans les processus de fabrication traditionnels. Bonjour Mathieu, merci beaucoup d'avoir accepté de te joindre à nous pour nous partager ton expertise dans le domaine de l'impression 3D dans les composites. Merci. D'entrée de jeu, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment l'impression 3D transforme les méthodes traditionnelles de fabrication de moules pour les matériaux composites et même la fabrication de pièces composites en tant que telles? Ben oui, absolument. Fait que dans le fond, nous, au CDCQ, comme on utilise l'impression 3D, c'est justement pour générer des moules ou des pièces qu'on vient ensuite faire des moules avec ces pièces imprimées. Quand par exemple, on a imprimé un moule pour une jupe de train qui était composé en 6 composantes, puis c'était environ d'une longueur de 1 mètre par 2 mètres, fait que ça permet vraiment d'imprimer des moules de grandes dimensions, sans qu'on ait cherché les méthodes traditionnelles comme un moule usiné ou un moule en bois. Puis ça permet justement avec l'impression 3D, on est capable d'aller chercher des formes qu'on peut pas nécessairement usiner ou qui sont très difficiles à usiner aussi. Quels défis techniques rencontre-t-on couramment dans l'impression 3D de moules qui sont destinés aux matériaux composites et comment ils peuvent être surmontés? Mais c'est sûr que c'est sûr que c'est quelque chose qui peut donner un coût initial, dépendamment de la machine qu'on vient aller chercher, la machine d'impression 3D. Le plus que la machine elle est grande, le plus qu'elle a des capacités d'impression qui sont supérieures, puis des largeurs qui sont de grandes dimensions, mais le coût initial n'est pas donné. Aussi, dépendamment de si c'est des machines industrielles qu'on vient utiliser, tout ce qui est matériaux puis consommables aussi vient impacter dans le coût. Une autre problématique à considérer, c'est aussi le matériau qu'on vient sélectionner pour l'impression. Souvent, soit qu'on peut imprimer avec la matière qu'on va utiliser, la matière qui va servir comme moule pour justement fabriquer ces matériaux composites, ou soit qu'on va utiliser euh, un, un, un moule, puis on va ensuite convertir un autre moule en composite qu'on va utiliser par la suite pour faire d'autres pièces de composite. Fait que c'est vraiment une question de limitation de quel type de matériaux qu'on peut utiliser. Souvent, les pièces qui sont faites en matériaux composites doivent aller chercher une haute température de cuisson. Donc, c'est quelque chose à considérer, surtout quand on imprime un matériau en thermoplastique. Peut-être qu'on peut mettre en perspective justement les gens, là, si on veut les remettre en introduction, là, quand on parle de matériaux composites, de quoi on parle justement? Quand on parle de matériaux composites, on nomme souvent que c'est de la fibre qui est mélangée, c'est la fibre qui est soit injectée ou mélangée avec de la résine. Puis ça permet en sorte justement d'aller d'une pièce qui est pas solide vers une pièce que l'on cuit par la suite, soit à température ambiante ou à une température élevée avec une certaine pression. Et ça permet de faire un produit qui est solide. On utilise souvent les matériaux composites on peut les voir dans les douches, les produits de transport, mais aussi dans les avions, puis dans les produits éoliennes. Fait que vraiment, ça vient toucher vraiment tous les secteurs de transport, électrification, énergie. Fait que c'est vraiment partout. Fait qu'à la base, c'est un matériau comme une fibre, puis qu'on vient mélanger ensuite avec une résine.
Puis ça permet justement de solidifier ce produit, puis d'avoir un produit qui peut être qui peut être beaucoup plus léger qu'un matériau métallique, mais d'avoir les performances d'un matériau métallique ou même supérieur. Dis-moi, quand on parle justement de matières premières dans l'impression 3D, c'est quel type de matière qu'on va utiliser? On parlait de thermoplastique. Oui, absolument. Fait que nous, on utilise comme produit thermoplastique, comme souvent du ASA ou du PS, ou du polycarbonate. Aussi, on a l'opportunité d'utiliser du nylon. C'est sûr qu'avec le nylon, un des enjeux, c'est qu'on vient l'imprimer, il requiert une certaine température pour l'impression. Puis souvent, après ça, là, un des facteurs qu'il faut considérer aussi, c'est je sais pas comment le terme en français, mais le warping de la pièce. Fait on fait en sorte que ça, c'est un autre facteur à considérer, qu'il faut avoir une certaine épaisseur, puis ça peut pas juste être des pièces qui sont minces, mais aussi des pièces qui doivent avoir une certaine rigidité entre elles, même pour l'impression. Fait que on peut pas imprimer n'importe quoi aussi, il y a toute une science derrière. Oui, parce qu'il doit y avoir toute une géométrie à respecter pour renforcer, parce qu'on sait qu'une pièce imprimée en 3D, ça offre l'opportunité de ne pas avoir besoin d'être pleine, donc, mais il faut quand même qu'il y ait une structure à l'intérieur qui permet de supporter, puis ça, comme tu parlais tantôt de warping, mais de fléchissement ou de torsion et autres. C'est ça, exact. Aussi, on est assez chanceux, on peut aussi imprimer avec de l'ULTEM. En fait, l'ULTEM, c'est le seul matériau en ce moment qui est approuvé pour l'aérospatiale. Fait que ça permet justement d'atteindre des capacités qu'on appelle des FST requirements, Fire, Smoke and Toxicity. Puis justement, ça, c'est un matériau qui peut justement atteindre ces propriétés qu'on vient de désirer dans l'aérospatiale, mais aussi dans le transport comme dans le train. Dans ce cas-là, à ce moment-là, on n'imprime pas un moule, ça serait imprimer la pièce directement, si je comprends bien. Ben, c'est ça, exactement. Soit ça serait justement d'imprimer la pièce directement, mais pour le projet qu'on a fait avec... enfin, je peux divulguer les clients, vu que c'est un projet qu'on a eu un patent dessus, mais c'est avec Alstom et... fait qu'on a imprimé justement un moule en ULTEM, puis justement, ça a permis pour faire une jupe de train, mais on avait besoin d'aller chercher ces températures élevées de moule parce que la cuisson du matériau composite était assez élevée. Quand on fait des pièces justement en composite directement, parce que quand on fait le moule, je comprends que c'est des thermoplastiques qui sont utilisés, mais lorsqu'on veut faire une pièce en composite, est-ce qu'on utilise le même genre de résine, le même genre de fibre de renfort? Je sais que des fois, même, il y a de l'ABS renforcé de fibre qui est utilisé. Pas nécessairement. C'est toujours quelque chose à considérer. Donc, un autre point, c'est d'amener justement les capacités thermiques puis l'expansion thermique. On fait le moule quand il va être chauffé pour s'expandre d'une certaine façon, puis le matériau de composite qu'on vient appliquer dessus pour s'expandre d'une autre façon. Fait que c'est un enjeu qu'on vient voir avec une impression 3D, mais c'est aussi un enjeu qu'on peut voir avec les méthodes traditionnelles, les moules en métal et les moules en bois, les moules en mousse aussi. Fait que c'est tout des enjeux qu'il faut considérer, mais on fait le design aussi en conséquence de comment on vient laminer la pièce puis quelle cuisson on va utiliser. Puis en termes de fini de surface, est-ce que justement ces types de matières-là permettent un bon usinage par la suite? Parce que normalement, l'impression 3D laisse un fini qui n'est pas nécessairement lisse. Là. Est-ce que les procédés traditionnels de resurfaçage permettent d'arriver au fini désiré? Mais dans le fond, c'est ça. Nous, si jamais il faudrait faire un moule en impression 3D, il y a toute une procédure qu'on vient utiliser. Fait qu'il faut sabler et après ça, appliquer une couche, souvent une couche d'époxy, souvent plusieurs couches d'époxy qu'on vient mettre dessus. Puis ça permet justement d'atteindre cette surface lisse parce que sinon, justement, quand on pense à l'impression 3D, on pense une couche sur une autre couche sur une autre couche. Et il y a toujours des petites imperfections qui se créent. Puis si jamais on aurait à laminer le composite directement sur le moule imprimé, il y aurait tout un défaut de surface qu'on verrait sur le moule. Il serait représenté sur la pièce. Fait que c'est toute une autre procédure de post-processing qu'il faut
considérer aussi. Si on essaie de mettre un peu de chiffres là, pour quantifier ça, on parlait tout à l'heure que justement il y avait une question de coût qui était dans les défis, mais qu'est-ce que ça représente par exemple comme investissement d'investir dans une imprimante 3D, mais versus le coût d'opération, le coût du moule au final, parce que j'imagine qu'il y a toujours un retour sur l'investissement, mais on parle de quelqu'un qui veut investir là-dedans du double du prix que quand il fait ses moules par les méthodes traditionnelles, le simple, au trip, comment on pourrait donner un ordre de grandeur? Fait que dans le fond, admettons, dépendamment, ça dépend aussi, c'est tout dépendant de quelle grandeur d'imprimante on veut aller chercher. Nous, c'est des CQ, on est assez chanceux, on a une machine qui peut imprimer 24 pouces par 36 pouces par 36 pouces de hauteur. Fait que ça permet vraiment d'imprimer des grandes pièces, donc des grands moules, mais le coût d'investissement pour ces machines-là tourne autour de un demi-million. Fait que c'est quand même assez, c'est pas nécessairement donné. Mais ce qui est avantageux aussi, c'est de faire un business case dans le sens il y a des compagnies qui se spécialisent dans l'impression 3D, qui sont spécialisées justement là-dedans. Puis eux, ils développent des méthodes de voir puis comment on peut économiser sur la matière parce que eux, ils développent aussi leur propre matière puis leur propre imprimante. Fait que parfois, ça vaut aussi la peine pas nécessairement d'acheter une machine, mais de plus faire un outsourcing vers une compagnie spécialisée là-dedans. Puis on voit de plus en plus apparaître même des machines à impression 3D de grande surface là, pour faire des moules de grande dimension. Est-ce que ça nous laisse présager que ça est en train de se démocratiser comme technologie, puis que de plus en plus les équipements vont pouvoir permettre de faire des pièces ou des moules de plus grande dimension? Puis même de ce que je voyais au Jack World, il est possible même d'intégrer une tête d'usinage avec la tête d'impression pour faire le fini de surface simultanément. Là. Donc, ça, est-ce que c'est des choses que vous pensez qui va devenir accessible rapidement ou c'est à date juste à une on est à l'ère démonstration pour le moment? Je pense je pense que oui. Dans le fond, nous, notre machine, on l'a achetée, ça fait un peu plus que 5 ans, puis on voit vraiment qu'à chaque année, il y a vraiment une amélioration vraiment énorme des capacités que les compagnies peuvent offrir avec l'impression 3D. Maintenant, non seulement on peut usiner directement avec les imprimantes, mais aussi on peut imprimer 3, 4 types de matières en même temps. Fait que c'est vraiment rendu à chaque année, il y a toujours quelque chose de nouveau qui se crée. Puis les machines deviennent de moins en moins dispendieuses, disons, vu que la technologie, elle évolue. Mais c'est toute une question d'investissement puis de faire un bon business case de savoir si c'est quelque chose qu'on veut se procurer pour ça. Moi, si on regarde un peu dans les innovations justement les plus récentes, là, ce qui est actuellement, qui vient de sortir ou ce qu'on voit venir sur le marché, quelles seraient les innovations les plus prometteuses là, dans ce genre de technologie-là? Qu'est-ce que vous voyez poindre à l'horizon? C'est sûr que l'impression 3D avec l'usinage directement par la suite, c'est quelque chose de très prometteur. Sinon, il y a aussi euh, l'impression 3D de structures nanoscopiques. Fait que permettre justement d'imprimer des pièces qui sont de petites dimensions, puis permettre justement d'imprimer des pièces pour les microchips et tous les matériaux électroniques. Sinon aussi la rapidité. On veut souvent aller chercher une machine qui est rapide, parce que le temps, c'est de l'argent. Fait que le plus rapidement qu'on peut imprimer, puis le plus de pièces qu'on peut imprimer à la fois, le plus un retour d'investissement que ça peut créer. Fait que c'est vraiment là-dedans qu'on voit de plus en plus de l'innovation. C'est ça, selon moi, toutes les idées prometteuses qu'on va voir dans le futur. Puis dites-moi, en termes de résine, là, plus on utilise des moules qui sont de grosse dimension, plus il y a de quantité de matières importantes qui sont utilisées. Est-ce qu'il y a un intérêt ou une possibilité au moins à récupérer et à recycler cette matière-là? Est-ce qu'elle est recyclable, toute cette résine-là qui est utilisée pour faire les moules? Mais c'est ça, absolument. Fait que vu qu'on imprime avec un thermoplastique, justement, ça permet qu'on peut broyer, puis qu'on peut découper le moule en petites quantités, puis on peut le rebroyer, puis on peut le recycler, puis réutiliser cette matière. Tandis qu'avec un matériau composite, souvent on parle d'un thermoset, fait un thermodur. Puis ce matériau-là, il est très difficilement recyclable. Nous, au CDZQ, on développe des méthodologies pour recycler justement ce matériau, mais ça devient assez difficile. Par contre, avec un thermodure, c'est souvent des pièces qui sont là
une longue durée de vie. Fait qu'il faut voir, il y a tout un compromis à avoir de quel type de plastique on veut utiliser. Bien, écoute, Mathieu, un gros merci. C'est très intéressant. Puis, on va inviter les gens aussi à prendre contact avec vous si jamais ils veulent en savoir plus ou faire des essais justement d'impression 3D dans le domaine des composites. Ben oui, absolument. Bien, merci. À bientôt. Bon, mais merci beaucoup. Bye bye. C'était Mathieu Berkensky du Centre de développement des composites du Québec. Nous avons le plaisir de recevoir Mme Anne Nguyen, directrice de la Direction de l'intelligence artificielle au Conseil de l'innovation du Québec. Mme Nguyen est avec nous pour démystifier et explorer les bénéfices de l'intelligence artificielle pour les manufacturiers québécois de l'industrie des plastiques et matériaux composites. Au cours de notre discussion, nous aborderons les bénéfices et les défis de l'adoption de ces technologies ainsi que les stratégies pour les surmonter, sans oublier les perspectives d'avenir de l'intelligence artificielle dans le secteur manufacturier. Bonjour Mme Nguyen, merci d'être avec nous. Merci beaucoup de me recevoir. Je vais super bien. C'est vraiment un plaisir là, d'être sur ce balado avec vous. Bien, merci. Écoutez, si vous voulez bien, on va plonger tout de suite dans le vif du sujet avec déjà une première introduction de quel est le rôle du Conseil de l'innovation du Québec et surtout en matière d'intelligence artificielle, quels sont vos objectifs? Le Conseil d'innovation du Québec, la grande mission, c'est de dynamiser le développement de l'innovation au sein des entreprises et de la société québécoise. Le Conseil travaille sur 4 piliers différents. Donc, conseiller le gouvernement et les acteurs en innovation, promouvoir et stimuler une culture d'innovation, propulser la performance des entreprises, documenter, mesurer l'innovation pour contribuer à une meilleure prise de décision. Puis, comme on travaille dans l'innovation, en rôle de matière d'intelligence artificielle, le Conseil a pour mission de mettre cet outil exceptionnel à profit du développement économique, social, environnemental et culturel du Québec. Puis pour ce faire, nous, notre rôle, c'est vraiment de fédérer puis rassembler les individus, les entreprises et différents organismes de l'écosystème, promouvoir puis démocratiser une IA vraiment responsable pour la société québécoise. Quelles sont les principales opportunités et avantages que l'intelligence artificielle présente pour les entreprises manufacturières et même dans un contexte d'industrie pour les matériaux plastiques et composites? C'est tellement une belle question. Puis, lorsque j'imagine la grande montagne de demain que les entreprises doivent traverser, moi, je dis souvent qu'une des parties d'ADN des entreprises, c'est la survie. Comment on fait pour survivre demain? Comment on fait pour demeurer compétitif? Puis, l'IA va venir aider pour créer de la valeur, justement demeurer compétitif, développer puis utiliser l'IA de façon responsable, puis aussi acquérir des compétences du 21e siècle. C'est parce que quand on parle d'IA, tout le monde pense que c'est la grande machine algorithmique, mais pour arriver là, il y a quand même certaines fondations à mettre en place. La transformation numérique, comprendre comment organiser ces données, quels sont les outils à mettre en place pour les employés, comment préparer les travailleurs. Donc, l'IA vient vraiment aider les entreprises à se propulser dans un monde où est-ce que la performance elle est vraiment de mise. On veut toujours aller plus vite, donner des services de plus en plus spécialisés, de plus en plus personnalisés. Donc, c'est à ça que ça va servir. Puis, dites-moi, est-ce que vous pourriez nous donner un aperçu de la manière dont l'intelligence artificielle est actuellement utilisée dans le secteur manufacturier? Puis, est-ce que vous auriez des exemples, par exemple, dans le domaine de l'industrie des plastiques et composites? C'est une excellente question. Puis les exemples que j'ai en tête, c'est des exemples qui sont assez simples parce qu'on pense souvent que l'intelligence artificielle, c'est hyper complexe, mais parfois, on arrive avec des solutions dans les entrepôts qui font vraiment une très, très grande différence. Par exemple, si on parle de l'IA par l'image, ce qui arrive souvent dans les entrepôts, justement des très grands entrepôts avec beaucoup de matériel à inventorier, il y a des entreprises qui utilisent des drones. Ces drones-là sont capables de faire un inventaire d'un seul scan. Donc, de cette façon-là, on n'a plus besoin de fermer les entrepôts ou de monopoliser les entrepôts durant la journée lorsque les travailleurs sont là. Mais ces scans-là peuvent faire l'inventaire de façon extrêmement rapide et de façon sécuritaire aussi, parce qu'avant, c'était l'humain qui devait grimper dans les échelons très, très hauts pour pouvoir compter. Et là, ça peut se faire de cette façon-là. Donc ça, c'est un des exemples qui est souvent pris parce que c'est très, très simple à mettre en place. Puis ça protège aussi les travailleurs. Quels seraient les conseils ou les principaux conseils que vous donneriez aux entreprises qui souhaitent s'intéresser à l'intelligence artificielle, qui voudraient peut-être même l'adopter ou en tirer davantage profit?
Mon premier conseil pour les entreprises, c'est de se former. Se former à tous les niveaux possibles, c'est-à-dire des travailleurs qui sont sur le terrain, aux travailleurs qui sont dans les bureaux, les grands décideurs aussi, parce que c'est un peu à tout le monde d'arriver avec les idées pour optimiser, automatiser et propulser le travail d'une nouvelle façon dans cette ère-là où l'intelligence artificielle est disponible comme outil de plus. C'est souvent lorsque plein de têtes ensemble arrivent et commencent à créer que là, les opportunités surviennent. Je vais donner un exemple. Par exemple, au niveau des secrétariats. Là, on a vu l'avènement de ChatGPT et là, tout d'un coup, les gens, le premier réflexe, c'est de dire « Ah, je vais perdre mon emploi parce que ChatGPT va venir remplacer ». Mais ce n'est pas le cas. Lorsqu'on a mis tous les acteurs ensemble et on a décortiqué quelles sont les problématiques sur place et les outils disponibles, c'est là qu'on s'est rendu compte que ChatGPT n'était peut-être pas une solution nécessaire pour les secrétaires, mais c'était une solution pour aider les travailleurs terrain qui avaient des rédactions très rapides de rapports à faire, qui ne contenaient pas de données personnelles ni d'informations confidentielles. Et d'un seul coup, rapidement, un rapport très bien ordonné était généré. Donc, l'outil puis la problématique se concordaient d'une façon différente que qu'est-ce qu'on aurait imaginé. Et bien justement, en parlant de formation, est-ce que vous avez des ressources, des outils, des centres de formation spécialisés en intelligence artificielle ou des programmes qui pourraient intéresser les entreprises que vous pourriez référer pour déjà les entrepreneurs qui veulent commencer à aborder le sujet ou à se former puis à former leurs employés dans les bons usages de cet outil-là? Comme la formation, c'est vraiment la clé de voûte là, pour ouvrir tout le potentiel de l'intelligence artificielle, mais aussi outiller les travailleurs à l'utiliser. Je pense que dans les formations disponibles, il y a une panoplie différente selon le niveau de littératie en intelligence artificielle des travailleurs et de l'entreprise. Je pense qu'avant même de choisir la formation, il est important peut-être de diagnostiquer le niveau de maturité d'intelligence artificielle. Le conseil, nous, on offre un outil d'autodiagnostic de maturité d'intelligence artificielle qui est disponible sur notre vitrine IA. À partir de ce diagnostic-là, on est capable de bien nous situer et là, aller chercher la bonne formation nécessaire. Et là, je tiens à rassurer tout le monde, toutes les entreprises, de la formation, il y en a avec des éléments différenciateurs, tout dépendant de où on se situe. Il y a des organismes comme Ivado qui font de la formation Obvia sur les impacts sociétals. Il y a aussi la commission des partenaires des marchés de travail qui sont créés un référentiel de compétences. Donc, quelles sont les compétences qu'on devrait avoir au 21e siècle pour adopter l'IA aussi? Donc, il y a beaucoup de ressources de cette façon-là qui est disponible. Donc, si on résume, ce qui est important avant de chercher un outil ou une formation, c'est de diagnostiquer à quel niveau on est, identifier où on veut aller, puis après ça, ben, on est capable de trouver parmi les ressources que vous avez identifiées la bonne formation qui nous permettra d'atteindre notre objectif facilement. C'est bien ça? Exactement. Écoutez, c'est vraiment intéressant. Ça nous donne un bon portrait de la situation, puis je pense que ça fait une bonne mise en bouche, comme on dit, du sujet pour approfondir encore plus lors de prochaines capsules. Je vous remercie beaucoup, Mme Nguyen, d'avoir été avec nous, puis on se reparle très bientôt. C'est vraiment un plaisir. Merci encore de m'avoir reçu. C'était Anne Nguyen, directrice de la Direction de l'intelligence artificielle au Conseil de l'innovation du Québec. Plongeons maintenant dans un aspect souvent sous-estimé mais crucial de l'industrie manufacturière, les relations médias. Pour en parler, nous avons le privilège d'accueillir Jimmy Jolicoeur, conseiller senior en communication chez Imago Communication. Jimmy possède une expertise profonde en matière de stratégie médiatique dans de nombreux secteurs. Il nous expliquera pourquoi il est essentiel pour les entreprises manufacturières, y compris celles qui opèrent principalement en sous-traitance, de maintenir des relations médias solides et actives, mais aussi d'ouvrir des portes à de nouvelles opportunités d'affaires et renforcer les relations avec les partenaires ainsi que les clients. Bonjour Jimmy Jolicoeur, bienvenue à Sortir du moule. Bonjour Simon, merci de m'avoir invité. Écoute, on commence tout de suite avec le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi les relations médias sont particulièrement importantes pour des entreprises manufacturières? On est habitué de voir ça dans différents secteurs, mais même les manufacturiers, et même dans un contexte de sous-traitance, il y a une grande importance là, à accorder à cet aspect de communication. Assurément, assurément. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les relations publiques ne sont pas garants d'une campagne ou d'une stratégie de marketing. Ça fait partie
d'une stratégie de marketing. Et comme tu le dis, même si on est dans une entreprise qui ne fait que du B2B, il y a une importance à se faire connaître, à aller chercher une crédibilité et une renommée. Il y a 4 grands éléments qui sont intéressants, peu importe l'entreprise, que ce soit une entreprise qui vend directement aux consommateurs ou une entreprise qui fait affaire avec des fournisseurs ou avec un marché circulaire. Dans un premier temps, c'est toujours intéressant pour les partenaires, pour les amis, pour les financiers, de voir un article sur un de ses partenaires, de voir que Alliance Polymère Québec fait des bons coups dans les médias. C'est toujours intéressant. On se dit, Colin, on aime ça faire affaire avec les winners, avec les gagnants. Le deuxième élément qui est intéressant, c'est lorsqu'on est en négociation pour aller chercher un partenariat. On sait comment le marché du Québec peut être, le marché du Canada. Donc, on se rencontre dans un salon, on se rencontre dans une rencontre, dans un cocktail ou dans une conférence. On est en processus, on se dit qu'on se rencontre bientôt, on se reparle bientôt. Et là, oups, il y a un article, une entrevue, un bel article, quelque chose de flatteur sur l'entreprise. On fait, OK, je les ai déjà rencontrés, eux. On s'était dit qu'on se reparlerait. Ben, c'est intéressant, c'est crédibilisant, il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Troisièmement, par rapport à la compétition. Par rapport à la compétition, ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous irez dans votre domaine particulier à votre tournoi de golf d'association l'été prochain, et qu'il y aura eu un article sur vous, que ce soit dans la presse ou dans un hebdo ou dans un balado, personne de votre compétition va l'avoir vu, personne de votre compétition va l'avoir entendu. Vous allez voir dans votre tournoi de golf, ils vont dire « Ah oui, on m'a parlé que tu avais eu un article sur ton entreprise. Ah, je l'ai pas lu, je l'ai pas vu. » Inquiétez-vous pas, ils l'ont tous vu. Tout le monde a vu l'article, a entendu la nouvelle, a vu le reportage, a vu a entendu le balado sur votre entreprise, c'est certain. Pourquoi? Ben parce que vous voyez ce qui se passe sur votre compétition, mais votre compétition voit ce qui se passe chez vous. Et le dernier élément, et pas le moindre, c'est par rapport à ses propres employés. Un employé qui voit son employeur être dans les médias pour un prix qu'il a gagné, pour un bon coup qu'il a lancé, pour une nouvelle procédure environnementale, pour ainsi de suite, qui est dans les médias, mais cet employé-là va grandir d'un pied, va être plus efficace et il y a une question de fierté. Oui, à la base, il est toujours fier de travailler pour son entrepreneur, son employeur, mais en plus, si cet employeur-là se donne l'effort d'aller dans les médias, ben l'employé n'en est que plus fier. Imaginez-vous, cet employé-là, il arrive chez lui et on lui dit « Hey, j'ai vu l'entreprise pour laquelle tu travailles. Colin, il était dans le journal La Presse, il était dans le quotidien, j'ai vu le reportage à TVA, j'ai vu... Et là, l'employé devient fier comme un paon. Et ça, des employés fiers, vous le savez, dans une équipe de travail, c'est toujours fort intéressant, c'est toujours très, très, très important. Donc, en gros, c'est les 4 prémices, puis après ça, il y a toutes sortes d'autres stratégies, que ce soit des stratégies RH, que des stratégies de positionnement géographique et ainsi de suite. Mais à la base, c'est les 4 grands éléments des relations publiques, des relations de presse. Pourquoi l'utilité de ces stratégies-là? Bien justement, parlons-en de stratégie. Dans ce cadre-là, quelle stratégie de communication tu recommanderais aux entreprises manufacturières pour établir puis maintenir des relations fructueuses avec les médias? Ben, dans un premier temps, maintenir des relations fructueuses, c'est toujours intéressant de tenir au courant les médias. Donc, je sais pas, moi, vous avez eu un bon fit, vous avez eu un bon lien avec tel journaliste à un certain moment donné dans un congrès qui est venu à votre kiosque, qui est venu dans votre stand et avec qui vous avez parlé. Ben, c'est toujours intéressant de lui envoyer un petit courriel, de lui envoyer un texto en disant « Écoute, ce matin, j'ai vu ton reportage XYZ, ça s'est très bien passé, j'ai peut-être quelque chose pour toi. J'ai peut-être une nouvelle. » L'idée de faire des relations publiques, l'idée de faire des relations de presse, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de raconter une histoire. Et peu importe l'histoire qu'on raconte, si on trouve un angle intéressant que le journaliste va pouvoir écrire, que le journaliste va pouvoir raconter, le journaliste est très, très heureux d'entendre parler de vous. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est sûr que le journaliste va se trouver des histoires lui-même. Ça, on s'entend. Les journalistes sont formés, les bons journalistes trouvent les bonnes histoires,
Mais si vous êtes capable de court-circuiter sa recherche, puis de lui dire, écoute, on s'est rencontrés à tel congrès, on s'est rencontrés à tel salon, on s'est croisés à telle place, ou même, vous ne le connaissez pas, mais vous dites, ce journaliste-là, ce qu'il fait, j'aime bien, ben, trouvez son adresse courriel, puis envoyez un courriel. Je vous jure, dans un premier temps, il va vous répondre. Dans un second temps, il va vous donner leur juste. Écoute, votre histoire, ouais, non, je vais passer un tour, mais si vous en avez d'autres, rappelez-moi ou renvoyez-moi un courriel. Et ça, c'est un 5 minutes super bien investi. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment donné, c'est sûr que moi, c'est mon métier d'entretenir des relations, un réseau avec les journalistes. Mais de votre côté, à un moment donné, il y a des fits naturels qui se font. Là. Il y a des liens naturels qui se font dans le domaine des affaires, dans le domaine des polymères, du plastique, dans le domaine du développement commercial, de l'entrepreneurship, de l'économie régionale. Il y a plein de nouvelles sur lesquelles vous êtes capable de tabler. Et l'idée là-dedans, c'est de raconter une histoire. Nous avons le bonheur de vous annoncer qu'on a un nouveau directeur général. Ce directeur général-là, il arrive de telle place et voici les défis qu'il a dans notre entreprise. Boum! On a une nouvelle, on a une histoire à raconter et les journalistes sont souvent très, très, très intéressés. Pourquoi? Ben parce que un entrepreneur, ça crée de la richesse. Un entrepreneur, souvent, là, c'est loin d'être fade. C'est loin d'être fade. Donc, le lien, le journaliste le sait, là, qu'en rencontrant, qu'en appelant, qu'en revenant sur un courriel d'un entrepreneur ou d'une entrepreneur, ben, ça sera pas beige comme nouvelle, ça sera pas beige comme histoire. Et ça, les journalistes courent après ça, là. Je vous le dis, dans un bulletin de nouvelles normal, le 3/4 des nouvelles qu'on voit, à part les nouvelles internationales, à part les nouvelles politiques. Puis encore là, les nouvelles politiques, je vous dirais que bon, c'est des gens qui ont proposé des nouvelles qui sont dans le bulletin de nouvelles. Donc, oublions jamais ça, là. Un journaliste, puis depuis la pandémie, là, les journalistes sont un petit peu moins sur le terrain. Ben, si on leur envoie quelque chose d'intéressant, une bonne histoire bien mâchée, avec des belles photos, il n'y a aucun problème, là. Habituellement, puis ils vont vous le dire, je ne peux pas la passer tout de suite, là, mais si vous me permettez, je la passerai dans 2 semaines. Puis oui, ça se fait très, très bien. Et dans justement ce contact-là avec les journalistes, cette relation-là, on parle souvent même de gestion de crise. Là. Les entreprises sont souvent en mode gestion de crise quand ils sont en relation avec les journalistes. Est-ce que ça se prépare, ça, de cette relation-là? Oui. Puis justement, de ne pas attendre d'être à un moment où il y a un accident, il y a un feu, il y a une crise dans l'entreprise avant de faire une relation avec les journalistes? Ben, dans 2 choses, 2 règles d'or. Dans un premier temps, la meilleure crise, c'est celle qui n'existe pas ou c'est celle qui n'est pas arrivée. Dans un premier temps, mais il n'y a rien de mieux que d'organiser une improvisation. Il n'y a rien de mieux que ça dans la vie. De se préparer, je vous dis pas que de se préparer de A à Z, mais déjà, d'ores et déjà, les grandes entreprises et même les petites entreprises que j'accompagne, souvent, ce que je fais avec eux, c'est un plan de gestion de crise en disant, voici la première étape qui va se passer, voici la seconde, voici la troisième. La grande problématique qu'il y a dans une gestion de crise en communication ou une gestion de crise tout court, puis qui à un moment donné, déferle sur les communications, c'est l'idée d'avoir rien à dire aux médias. Et ça, c'est la pire chose qui peut se passer. Je vous donne un exemple. La fermeture XYZ d'une entreprise, les médias de la grande région de Montréal, les médias économiques, les journalistes économiques, les journalistes se rendent dans votre coin de pays, que ce soit en région, et là, ils font le pied de grue en avant de votre entreprise. S'ils n'ont rien à dire, ils vont trouver quelque chose à dire. S'ils n'ont rien à dire, à la limite, ils ne l'inventeront pas, mais il y a quelqu'un d'autre qui va peut-être leur dire sa vérité ou leur vérité. Ça sera peut-être pas votre vérité. Ceci étant dit, ce que je dis aux gens, c'est que préparez-vous, dans un premier temps, juste un premier communiqué de presse sur qui êtes-vous. Je vous donne un exemple. À un certain moment donné, il y a une entreprise, bon, je suis dans la région de Québec, dans la région Chaudière-Appalaches, il y a une entreprise qui était de Vallée-Jonction, et je me souviens qu'il y avait eu une crise, à un moment donné, assez importante, et les communications étaient descendues, la grosse presse de Montréal, là, les RDI, LCN, blablabla, étaient tout arrivés à Vallée-Jonction, et il y a une journaliste, au lieu de parler de Vallée-Jonction, elle parlait de Vallée-des-Jonctions.
Donc ça, c'est parce qu'à un certain moment donné, la dame est arrivée, puis c'est pas parce que c'est une dame, là, il y a d'autres journalistes, hommes, qui font de ce genre d'erreur-là, c'est qu'ils sont arrivés sur place, ils se sont installés et il y a personne qui leur a parlé. Il y a personne de l'entreprise qui leur a parlé, il y a personne. Puis même si vous êtes en crise, là, d'aller voir les journalistes en disant, on est en crise. Et de un, ça va. Et de deux, si vous avez des questions, passez par moi. Et de trois, ben, j'ai rien à vous dire. Puis de quatre, ben, si vous avez des questions, passez par moi. C'est tout. Puis, donc là, il y a un canal d'information, il y a un canal de communication d'ouvert. Et là, c'est de donner aussi un peu d'informations. Donc, il y a une équipe de gestion de crise qui a été créée et on vous revient dans un avenir assez proche avec et ainsi de suite. C'est de donner. Tu sais, on voit souvent les porte-paroles des grands corps de police qui prennent la parole souvent en plein cœur d'une action et on a l'impression qu'ils disent rien. Non, ils disent quelque chose. Ils disent qu'ils ont pas grand-chose à dire. Mais on les voit quand même devant les médias. Et les journalistes se rabattent sur eux pour avoir de l'information. La pire chose là-dedans, c'est de ne pas donner d'information. Parce que le journaliste va en inventer. C'est tout. Et si le journaliste en invente, là, il y a une problématique. Parce que le journaliste qui est venu chez vous pour avoir de l'information sur votre entreprise, lui, il y a un chef de nouvelles. Lui, il y a un chef de salle de nouvelles. Lui, et ce chef-là lui demande, reviens-moi avec quelque chose. Et il va revenir avec quelque chose, mais si vous n'y avez pas parlé, il va revenir avec quelque chose qu'il va peut-être avoir inventé. Ou il n'aura peut-être pas inventé, mais qu'il va avoir mis selon l'œuvre. Et ça, c'est sans compter que peut-être que votre entreprise est en gestion de crise, mais peut-être que vous avez des gens qui vous aiment pas tant que ça, qui vont venir prendre le lead ou venir prendre la pôle de leurs relations publiques, des communications. Et prenons dans le domaine, souvent dans le domaine culturel, on le voit en ce moment, il y a des édifices qui sont classés patrimonial, qui sont laissés et qui sont laissés à l'abandon et les villes voudraient les démolir. Et il y a des organismes de sauvegarde du patrimoine qui sont toujours présents dans les reportages des journalistes. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont toujours présents dans les reportages, c'est tout. Eux, ils ont tout à fait le réflexe d'appeler le journaliste en disant « T'es-tu en train de parler de tel édifice à tel endroit? » Oui. Ben, si tu as besoin d'un intervenant, go, on va parler. Et ainsi de suite. Donc, c'est pas un jeu de chat et de souris, mais c'est un jeu où il faut qu'on continue à alimenter l'information. Puis dis-moi, pour des entrepreneurs qui fonctionnent bien souvent avec des tableaux de bord et où la rentabilité est importante et de voir à ce que ces efforts-là soient porteurs, comment les manufacturiers peuvent mesurer l'efficacité de leurs relations médias? Et premièrement, même, est-ce que ça peut se mesurer? Est-ce qu'on doit avoir des attentes ou est-ce qu'on peut avoir des attentes dans ce sens-là? On peut avoir des attentes, ça, oui, Simon, tu as tout à fait raison, mais de quantifier les relations. D'ailleurs, moi, ça fait plus de 27 ans que je fais ce métier-là. Si quelqu'un vous arrive, à un moment donné, un communicateur ou une communicatrice qui vous dit « Avec moi, vous allez augmenter vos ventes », c'est pas quantifiable. Le marketing, à la base, c'est pas quantifiable. Si on fait une promotion en disant deux tubes de pâte à dents pour le prix d'un, puis vous savez que vous en vendez plus cette semaine, ben ça se peut. Mais ça, c'est du pricing. Mais pour ce qui en est de faire de la promotion, pour ce qui en est de faire des relations publiques, non. Mais ce que je sais et ce qu'on sait, c'est que vous avez une marque importante, c'est votre marque. Donc, de faire de la protection de votre marque un enjeu, là, ça on s'en sort pas. Mais est-ce qu'on est capable de quantifier? Non. De qualifier? Assurément. Assurément, ça, lorsqu'on gère bien ses communications, on parlait de crise tout à l'heure, Simon, si on gère bien ses communications dans le temps de crise, ben, on perd moins au change. Ça, c'est prouvé par la littératie universitaire. Mais est-ce qu'on va vendre plus de produits à cause des relations publiques? Si je vous dis ça, moi, je mens effrontément. Et puis en terminant, est-ce qu'il y a des canaux médiatiques à privilégier? Il y a tellement de canaux maintenant, médias sociaux, télévision, radio, journaux, magazines. De nos jours, là, pour un manufacturier, est-ce qu'il y a s'il doit concentrer son énergie, y a-t-il des canaux privilégiés? Je vous dirais que oui et non, selon, dans un premier temps, les liens que vous avez particuliers avec votre industrie. Ceci étant dit, ce que je vous dis, c'est que, Simon,
ce que je propose, c'est allez-y avec un éventail relativement grand et organisez-vous pour que ça se fasse rapidement. Faites-vous une banque de courriels, une liste de courriels rapides. Les principaux journalistes que vous connaissez, mettez-le tout dans la même banque. Excusez-moi, si vous avez une demande, une nouvelle, une information, vous faites un envoi groupé puis vous l'envoyez. Pour ce qui en est des médias, c'est sûr que donc on est dans le web puis on est dans les médias traditionnels. Et encore aujourd'hui, nonobstant qu'on est en 2024, les médias traditionnels qui ont beaucoup changé par rapport à leur diffusion puis leur distribution là. Et le Soleil n'est plus imprimé, le journal La Presse ne l'est plus depuis 3 ans, mais depuis 3 ou 4 ans, mais un article dans la section Univers PME de la presse, même si elle n'est pas imprimée, ça score. Ça score parce que tout le monde, là, l'écosystème, votre écosystème, l'écosystème économique, financier, a un intérêt et reçoit cette alimentation-là. Pour ce qui en est, de plus en plus, les balados, celui que tu fais en ce moment, les balados sont écoutés, sont de plus en plus écoutés. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau paradigme dans le domaine des affaires, dans le domaine des communications, dans le domaine du marketing. C'est l'idée de contenu. C'est le marketing de contenu. Et c'est toujours intéressant de diffuser une bonne nouvelle, là. Peu importe le média, peu importe, que ce soit un hebdo aussi, là, un hebdo régional, que ce soit un poste de radio régional. Encore là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez reprendre le lien de l'entrevue que vous avez faite avec votre poste de radio régional. Vous pouvez prendre le lien. Il y a des techniques. On sait que Facebook ne transmet plus les nouvelles régionales, mais il y a des techniques sur lesquelles vous êtes capable d'utiliser le lien en question. Vous pouvez, dans l'envoi groupé de partenaires, d'amis, vous dites, hey, écoutez le monde, j'ai fait une entrevue ce matin à tel poste de radio. Vous leur envoyez. Est-ce que les gens vont l'écouter? Oui. Oui, les gens vont écouter le lien, le podcast de la radio, de l'entrevue radio que vous avez fait. Ça, c'est immanquable. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que de raconter une histoire, c'est toujours payant. C'est toujours payant. Eh bien, merci beaucoup, Jimmy. Ça complète quand même un tour assez global de la question. J'espère que ça va orienter les gens. Puis, s'ils ont plus d'informations à avoir, ils peuvent me contacter, puis je les mettrai en contact avec toi. Merci beaucoup, Simon. Un gros merci. À très bientôt. C'était Jimmy Jolicoeur, conseiller senior en communication. D'ici à notre prochain épisode, continuez à innover, à questionner et à sortir du moule. N'oubliez pas de partager cet épisode, de cliquer j'aime et de vous abonner à notre balado. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je suis Simon Chrétien et c'est un plaisir de partager ce moment avec vous. À la prochaine sur Sortir du moule. Pour joindre la communauté de l'industrie des plastiques et des composites du Québec, visitez dès maintenant le portail polymèrequebec.com.